Élu dans Notre-Dame-de-Grâce dans une partielle en 78, Ritz Cohen est nommé porte-parole en matière économique et financière. En 85, il devient adjoint parlementaire du premier ministre Bourassa. Ritz Cohen s'impose comme un ardent défenseur de la communauté anglophone. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Scowen. Bonjour, Gilles. M. Scowen, avant votre carrière politique, vous vous êtes fait connaître d'abord dans le monde des affaires. Vous étiez président-directeur général des papiers Perkins. Ça a duré plusieurs années, ça? J'ai passé 40 années au travail depuis que j'ai quitté l'université. J'ai passé la moitié de 20 ans dans le secteur privé comme entrepreneur dans le domaine des papiers. Quand j'ai quitté l'université, terminé mes études, je suis allé acheter ce petit compagnie à Montréal. Et avec un collègue, M. Devalpy, on a travaillé ensemble pendant 20 ans. Et après les papiers Perkins, vous êtes entré dans le secteur public comme conseiller de M. Guy Saint-Pierre, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce. Pourquoi vous avez quitté le privé pour le public? Je me demande cette question depuis 40 ans maintenant. Je ne sais pas pour... Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé que la vie des affaires est un peu étroite et répétitive. Et je me demandais si je voulais passer le reste de ma vie faire effectivement la même chose, mais devenir de plus en plus grande, mais dans une seule activité. Et la réponse était probablement non. J'ai pris une année sabbatique de la compagnie. Je suis allé à Londres. J'ai passé une année au London School of Economics. Et à la fin de cette période, je me suis trouvé que ça ne me manquait pas du tout, les affaires. Je suis organisé pour vendre la société et je cherchais quelque chose dans le secteur public. Et à l'époque, il y avait des choses intéressantes qui se passaient au Québec. Donc, Guy Saint-Pierre, que je connaissais, m'a proposé de devenir membre de son cabinet. Et j'ai passé un an dans son cabinet. Et ça a duré un an. Après, vous êtes allé à Ottawa, responsable du programme du contrôle des prix au Canada. On voyait l'inflation monter. Est-ce que vous avez suggéré des remèdes à l'inflation? Non, les solutions, M. Trudeau, il les avait. Il avait déjà développé avec ses fonctionnaires du ministère des Finances un programme pour le contrôle du prix qui est à l'époque en route vers 25% par année. Donc, il a mis ce programme en vigueur, très complexe. Moi, j'étais prêté par M. Saint-Pierre à ce programme pour diriger le parti prix, parce qu'on contrôlait les salaires aussi. Et ça a duré un an et demi. J'ai travaillé avec des personnes fort intéressantes. Don McDonald, le ministre des Finances, David Dodge, qui est président de la Banque du Canada, Ed Clark, qui est maintenant le président de la Banque TD. Et c'était très stimulant et je pense qu'on a fait quelque chose. Et de là, vous êtes passé à la commission Pépin-Robarts sur le dossier constitutionnel, si on peut dire. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail à cette commission? Bon, le président de la commission de la lutte contre l'inflation, mon patron, c'était Jean-Luc Pépin. Et avec l'élection de M. Lévesque, ici en 1976, tout le monde s'inquiétait de l'avenir du Canada. Et M. Trudeau a mis sur pied une commission sur l'avenir du Canada, présidée par Jean-Luc et John Robarts, l'ex-premier ministre d'Ontario. Et Jean-Luc, j'ai été son bras droit à la lutte contre l'inflation. Il m'a invité d'aller avec lui à cette nouvelle organisation qu'on était en train de mettre sur pied.
Et la commission avait pour but d'essayer de trouver, premièrement, écouter la population. On a fait une énorme tournée du Canada, y compris le Québec et Montréal. Et deuxièmement, de proposer une solution constitutionnelle à notre impasse politique. Entre-temps, il y avait eu des élections, comme vous dites, au Québec, où le gouvernement Lévesque a été élu. Est-ce que vous avez été tenté de soumettre votre candidature dans le comté de Westmount où vous habitez? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait finalement? Je suis allé à Westmount écouter les gens. Pépin voulait que je reste à Ottawa. Saint-Pierre voulait que je passe à Westmount. J'ai trouvé que possiblement la personnalité de Westmount n'était pas tout à fait quelque chose avec que j'étais allé. J'habitais à Westmount, mais je n'avais pas de racines dans cette région, comté. Je pensais qu'il pouvait probablement choisir quelqu'un de mieux que moi pour ce poste. Donc, à cause de ça et à cause du fait que Jean-Luc était très impatient à ce que je retourne, j'ai dit non. Après l'élection de 1976, quelques députés libéraux ont démissionné, entre autres M. Bryce McKessy. Oui. Et au bout de quelques mois, le comté s'est ouvert pour une élection. Et là, est-ce que vous avez soumis votre candidature pour, là c'était dans NDG, je crois, Notre-Dame-de-Grâce, ou si on vous a demandé de le faire? Bon, il y a toute une histoire attachée à ça. Premièrement, est-ce qu'ils m'ont demandé? Entre-temps, le Parti québécois est devenu au pouvoir et M. Ryan est devenu le leader de l'opposition, un chef du Parti libéral. Et c'est M. Ryan qui m'avait demandé de me présenter comme candidat à NDG. J'avais commencé à travailler avec M. Ryan aux commissions Pépin-Robards, qui était déjà commencé, et il me connaissait. Et j'ai été son premier candidat, le premier candidat libéral choisi par M. Ryan. C'était déjà quelque chose. Et il y avait une autre petite histoire qui est pour moi assez importante. J'étais à ce moment fonctionnaire du gouvernement de Québec. Et au mois d'avril 1977, je suis retourné ici à Québec parce que je voulais voir si c'était possible de m'intégrer dans la fonction publique si je retournais d'Ottawa. Et je suis allé voir M. Louis Bernard, qui était à l'époque le chef du cabinet de M. Lévesque. Plus tard, il est devenu le secrétaire du conseil exécutif. Et je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Il a dit, M. Scorn, je pense que vous devez démissionner parce qu'il n'y a plus de place pour les anglophones dans la fonction publique du Québec. Je lui parlais en français. La conversation s'est déroulée entièrement en français. Mais j'ai été frappé par cette réponse. Et je me suis dit, il a probablement raison. Mais ça ne veut pas dire que je dois quitter la politique québécoise. Et c'était en partie à cause de cette courte expérience que j'ai décidé de faire la politique au Québec. Mais dans le comté de Notre-Dame-de-Grâce, c'était un comté traditionnellement acquis aux libéraux. Votre campagne n'a pas dû être bien difficile. C'était très difficile. Pour quelle raison? Premièrement, un manque d'expérience, mais plus important que ça, il y avait un grand débat qui se faisait au sujet de la langue. Et un parti politique, Freedom of Choice, s'est développé et ils ont décidé de présenter un candidat contre moi, le candidat libéral. Et j'ai demandé à M. Ryan, c'est quoi notre programme pour les anglophones, et il n'y en avait pas. Et il m'a demandé de faire quelque chose, et j'ai parlé avec lui, et à deux, on peut dire, en 1978, on a préparé un papier 11 par 8 sur lequel on a mis les 5 points, les 5 éléments que voulaient les anglophones du Québec pour bien vivre dans le Québec de demain. Et ces 5 points-là, on les a retrouvés plus tard dans le programme
officiel du Parti libéral. Oui, exactement. Quand le premier congrès du Parti libéral, après l'élection de M. Ryan en Argentine, c'était voté comme parti officiel du programme du Parti libéral du Québec. Et parmi les 5 ou 6 points, il y avait l'épineuse question de l'affichage. Que vous vouliez bilingue. Le programme de mémoire, on disait l'affichage anglais est permis pourvu que l'affichage en français est au moins aussi grand. Ça, c'est le programme officiel qui a été adopté en 1979, peut-être, 80, début 80. Au congrès du parti. Oui. Oui. Et durant votre première campagne électorale, pour votre première élection, évidemment, c'était quelques mois après l'adoption de la loi 101. Oui. Donc, le débat linguistique, j'imagine, était omniprésent dans les discussions. Avec ce programme, on a recueilli à peu près 65 % du vote en Notre-Dame-de-Grâce. Et je pense que le Freedom of Choice, il avait à peu près 25 %. Mais ça a continué, le débat se continuait continuellement. Mais beaucoup d'anglophones n'étaient pas en accord avec le programme du Parti libéral. Ils en voulaient davantage. Bien sûr, M. Lévesque et son parti n'étaient pas contre pour de propres raisons. Mais j'ai fait 2 choses, effectivement, pendant 80 ou 90 % du temps que j'ai été à l'Assemblée nationale et en politique au Québec, et c'était la langue et l'économie. Est-ce que vous avez eu une adaptation facile avec le décorum de l'Assemblée et surtout la discipline de parti? En ce qui concerne le décorum, chose certaine, mon arrivée en Chambre a été très remarquée. Premièrement, j'étais anglophone, premier candidat de M. Ryan, cheveux roux à l'époque, 6 pieds 2, et complètement par hasard, bien sûr, c'était la première journée de la télévision des débats à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, toute une première. Oui, c'est la première chose qu'ils ont vue à la télévision, c'était Reed Scowen, suivi par M. Gérald Lévesque qui me présentait à l'Assemblée nationale. Donc, c'était remarqué. Au début, on ne peut pas dire que le Parti libéral a été très bien organisé. Dans les premiers jours, il y avait beaucoup de pression de tous côtés. On était un petit groupe. Mais M. Ryan m'avait encouragé d'écrire et de parler sur les sujets touchant l'économie et les sujets touchant la langue et la Constitution, parce qu'il savait que j'avais eu cette expérience sur la Constitution à Ottawa avec Pepin Robards et que je connaissais un peu les anglophones du Québec. Est-ce que vous étiez un député de l'opposition qui était très actif à la période de questions? Non. D'être actif à la période de questions nécessite une compétence dans ce sport, parce que c'est un sport. Et je ne me suis jamais perfectionné dans le sport. Il faut ajouter que dans les questions, vous avez un avantage si votre langue maternelle, c'est la langue dans laquelle vous posez les questions, parce que les questions politiques sont parfois très nuancées. Et à titre anglophone, c'était pas ma force. Et le riposte, question-réponse, question-réponse, il y avait d'autres qui étaient beaucoup mieux que moi là-dedans. Les mois passaient, on approchait du référendum de 80, et là, vous avez livré une critique assez sévère du livre blanc du gouvernement Lévesque sur la souveraineté, et vous y avez opposé le livre beige que les libéraux présentaient. Si vous allez au fond, je pense que vous allez voir que le livre blanc proposait quelque chose qu'on appelle souveraineté association. Au fil des mois, c'est devenu de plus en plus association et de moins en moins souveraineté.
Tandis que le Parti libéral, dans le livre beige, qui était, si vous voulez, la conséquence du rapport Pepin-Robards, proposait quelque chose qu'on appelait statut particulier, je pense. Il y avait d'autres noms qu'on utilise, mais statut particulier contre souveraineté et association. Et je dois vous dire, M. Morin, que vers la fin du débat, je n'étais pas capable de faire la distinction entre les deux. Mais le problème avec le livre blanc sur la souveraineté, c'était que les moyens qu'il proposait de le faire me semblent très irréalistes et le coût économique me semblait extrêmement élevé. En même temps, vous continuez toujours d'écrire. Vous avez été toujours quelqu'un qui aimait la plume. Une réflexion sur l'avenir de la langue anglaise au Québec, ça, c'est avant le référendum, c'est en 1979. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté? J'ai fait... C'était adressé aux anglophones du Québec. Et j'ai fait 3 constatations. Je les proposais premièrement qu'ils doivent accepter la primauté de la langue française au Québec. Deuxièmement, que ce n'est pas à Ottawa qu'ils doivent chercher leur solution, c'est au Québec. Et que troisièmement, c'est les choses qui font le Parti québécois, le gouvernement du Parti québécois, ne sont pas les violations des droits fondamentaux, sauf des petites exceptions, mais il s'agit des choses qu'un gouvernement provincial a le droit de faire. Aujourd'hui, ces 3 constatations me semblent évidentes, mais à l'époque, c'était un dosage assez fort pour les anglophones. Mais je les ai dit dans le texte, si vous voulez commencer à travailler, si vous voulez rester au Québec et vous voulez vraiment attaquer au problème et trouver une solution qui va nous permettre les deux de vivre ensemble au Québec, il faut que vous acceptiez des 3 constatations. J'espère qu'ils m'ont écouté. Et au référendum de 80, est-ce que vous avez eu une mission particulière dans le camp du non? Oui, d'être invisible. À l'époque, on voulait faire la défense at large du système fédéral canadien pour le Québec par la voie des anglophones. C'était d'évidence même que Scowen, Chacha, les autres qui étaient ici à l'époque devraient rester tranquilles. Donc j'ai travaillé sur l'administration et encourager les gens qui voulaient faire sortir le vote dans les comtés anglophones. Mais les porte-paroles les plus importants étaient mes collègues qui ont été de souche francophone. M. Ryan était le chef du comité du non, mais il y avait le groupe d'Ottawa aussi que dirigeait M. Chrétien. Est-ce que l'harmonisation, est-ce qu'elle était fluide, facile? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas facile et fluide. C'était très compliqué. Premièrement, M. Trudeau avait sa vision du Canada qui n'était pas du tout celui de M. Ryan. La loi québécoise sur le référendum avait pour effet de nommer le chef de l'opposition du Parti de l'opposition au Québec comme président du comité pour le non. Tout le monde travaillait pour lui. M. Trudeau a envoyé comme bras droit pour M. Ryan nul autre que M. Jean Chrétien. M. Chrétien et M. Ryan ne s'entendaient pas parfaitement. Il y avait beaucoup de confusion tout le long et des choses compliquées, on peut dire. Je me souviens, exemple, la nuit du vote. J'ai oublié la date, là, c'était en 80. 20 mai, oui. 20 mai. J'ai quitté l'auditorium à Verdun. C'était là où les forces de non étaient là pour célébrer.
Et le chicane s'est pris entre qui doit sortir. On était derrière le rideau, là, qui doit sortir le premier pour annoncer la victoire. Et il y avait 3 ou 4 qui se voyaient, le porte-parole, y compris M. Ryan et M. Chrétien. Je pense que leurs épouses étaient là. Et finalement, j'ai quitté, la nuit de notre grande victoire, j'ai quitté à pied le Verdun Auditorium presque en larmes. J'étais si fatigué et si tanné avec les chicanes qui se faisaient. Mais quand je pense maintenant à ce qui est arrivé, c'est très compréhensible. Les gens étaient au bout de leurs ressources et leurs nerfs pendant je ne sais pas combien de semaines. Et je pense que tous les Québécois et Québécoises comprennent que pendant ces moments difficiles, il y a des choses qui ont été dites et des gestes qui ont été posés qu'on ne fera plus. Mais vous touchez un nerf sensible là. C'est dommage parce que des deux côtés, c'était des excellentes personnes qui avaient démontré leur capacité, leur dévouement au Canada et au Québec depuis longtemps. Mais c'était... j'aime pas les référendums. En 81, un an après le référendum, il y a des élections générales au Québec. Pour vous, c'est votre deuxième campagne électorale. Est-ce qu'elle a été différente de la première que vous aviez eue en 78? Bon, l'élection de 78, c'était une élection complémentaire et j'étais seul sur les pages de nouvelles et j'avais la totalité de l'attention de l'Organisation libérale du Québec. En 81, c'était M. Ryan contre les péquistes et on a été beaucoup mieux organisés. On a trouvé des candidats fort intéressants. On avait beaucoup de progrès à faire parce qu'on était loin en arrière en nombre de députés. Mais oui, c'était très différent. Après les élections de 81, les libéraux sont retournés dans l'opposition. Est-ce que votre rôle et votre visibilité s'est accrue ou si elle a diminué dans les mois qui ont suivi? Dans les mois qui ont suivi, la première chose qui était arrivée, c'est que certains nombres de députés et de supporters du Parti libéral ont décidé que Ryan doit partir. Alors, il y avait une division très importante à l'intérieur du Parti libéral à ce sujet. Et je dois dire que la plupart pensaient que Ryan doit partir. Et finalement, après 3 ou 4 mois de ça, il reste à peine une demi-douzaine de députés qui continuaient de supporter M. Ryan, y compris moi-même. Il y avait Thérèse Lavorou, Herb Marks, Christophe Siras et je pense Daniel Johnson. Et durant les dernières journées de cette triste expérience, à part de ça, il y avait Pierre Pettigrew, Lina Allard de son cabinet et Mme Ryan. Et c'était là le caucus libéral Ryan qui restait. De l'autre côté, je pense que c'est évident que M. Bourassa préparait son retour en politique. Et un certain nombre de députés avaient déjà déclaré informellement qu'ils supportaient M. Bourassa éventuellement. Donc, pendant cette période, on n'était pas préoccupé par la gestion de l'État du Québec. On était préoccupé par l'avenir de Claude Ryan. Et finalement, M. Ryan a démissionné, comme vous savez. En 82, il est arrivé une motion qui a encore divisé les libéraux, une motion du gouvernement Lévesque présentée pour s'opposer au rapatriement de la Constitution. M. Ryan l'a appuyé, puis a demandé au caucus de l'appuyer. Il y a 9 députés libéraux qui ont voté contre, mais vous avez encore là appuyé M. Ryan. Est-ce qu'on vous l'a reproché dans l'aile parlementaire et aussi parmi vos électeurs? J'ai pas l'impression, non, je n'étais pas du tout reproché au niveau de l'aile parlementaire, parce que presque la totalité, les 9 qui ont voté contre la motion, avaient une clientèle anglophone ou immigrante dans leur comté
et il ne se sentait pas assez puissant d'aller à l'encontre parce que la population anglophone et beaucoup de francophones aussi croyaient que M. Lévesque ne doit pas être supporté dans n'importe quel vote de ce genre parce qu'il est séparatiste. Mais j'avais de la misère quand j'ai voté avec M. Ryan dans mon comté parce que mes électeurs étaient absolument contre la motion de M. Lévesque. Mais pour moi, ce n'était pas compliqué. Le projet de M. Trudeau visait à enlever un certain pouvoir en éducation du gouvernement du Québec et l'installer dans la Constitution. Et pour moi, c'est clair que l'éducation, c'est une compétence provinciale. Et si on croit dans la Constitution, ça doit marcher des deux côtés. Et on ne peut pas supporter que M. Trudeau enlève un pouvoir en éducation. C'était pas plus compliqué que ça. Et j'avais pas de problème avec mes collègues. Quelques mois plus tard, vous avez rédigé vous avez dénoncé en fait la sous-représentation des anglophones dans la fonction publique québécoise. C'était un constat après une longue étude. Et est-ce que la situation s'est améliorée? Non. En effet, c'était un des 5 éléments du programme du Parti libéral qui était adopté par le Congrès. C'est-à-dire qu'on doit avoir une présence accrue d'anglophones dans le secteur public du Québec au niveau de leur pourcentage de représentation de la population. L'inverse de ce qu'a fait M. Trudeau à Ottawa, quand il a trouvé plus de place pour les francophones à Ottawa. Et parce que c'était un dossier qui m'intéressait, j'ai demandé au groupe de recherche de la bibliothèque ici, à l'Assemblée nationale, de faire le décomptage. Et les résultats indiquaient que M. Louis Bernard avait raison, en effet, il n'y a pas de place pour les anglophones dans la fonction publique, il n'y en a pas. De mémoire, je pense qu'il y avait 150 sous-ministres et sous-ministres adjoints, dont 2 anglophones. Et rien ne s'est fait depuis. C'est un élément de ce programme qui n'est pas réalisé. Ça ne s'est pas amélioré? À ma connaissance, non. Je n'ai pas suivi le dossier depuis 20 ans maintenant, mais ça me surprendra. À la campagne au leadership du Parti libéral, vous avez appuyé M. Daniel Johnson. Pour quelle raison? Je lui connaissais. C'est devenu un ami personnel. On partageait les mêmes valeurs. On avait les mêmes opinions sur toutes les grandes questions du jour au niveau politique. Il est venu demander mon support. Il indiquait qu'il voulait se présenter. Voilà. Étiez-vous conscient qu'en faisant la campagne contre M. Bourassa, ça diminuait vos chances, votre possibilité de devenir ministre si M. Bourassa revenait au pouvoir? Oui, c'est revenu à l'esprit. J'ai pensé à ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'étais pour Daniel et je n'étais pas satisfait que M. Bourassa pourrait être le meilleur leader pour nous à cette époque-là. J'avais vu la situation du gouvernement de M. Bourassa en 1976, quand je suis revenu ici visiter les gens de Westmount. Et je connaissais ce qui se passait parce que mon ami Guy Saint-Pierre était ministre dans le gouvernement. Et je n'étais pas sûr que M. Bourassa pouvait devenir le meilleur chef pour le Parti libéral. Merci, M. Scowen. On reprend la semaine prochaine. Plaisir.